Merci aux organisateurs de l'événement de m'avoir invité de vous parler de ce thème qui est un peu nouveau en médecine, mais pas si nouveau que ça dans d'autres domaines, notamment dans le domaine civil, hein, on va le voir, et aussi un domaine qui va évoluer, qui n'est pas figé du tout, comme vous l'imaginez, avec beaucoup d'éléments à défricher à la fois sur l'hémodynamique, mais aussi en ventilation, pour l'analyse de nos examens comme l'échographie, etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'il va falloir suivre. Mais aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de savoir si l'IA, l'intelligence artificielle actuellement au lit du patient, peut nous aider à gérer la volémie de nos patients en anesthésie réanimation et médecine périopératoire. Donc, encore plus que d'habitude, quand on parle d'intelligence artificielle, il vaut mieux ne pas avoir trop de conflits d'intérêts. On peut en avoir malheureusement parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui travaillent là-dessus. Moi, je n'ai aucun conflit d'intérêt. Et ce que je vais vous présenter sont des études qui sont majoritairement faites par des équipes publiques. Alors, avant d'aborder les études purement sur l'hémodynamique, je voulais m'entretenir avec vous de quelques généralités qui sont importantes à connaître. Tout d'abord, il faut avoir conscience que le big data, c'est quelque chose que nous voyons au quotidien. Pourquoi ? Parce que la définition d'une base de données qui est massive, c'est une base de données qui contient forcément un haut volume de données. On parle de plusieurs téraoctets de données en général, qui sont toutes très variées, et ça c'est assez nouveau, puisque les algorithmes qui sont utilisés habituellement permettent de traiter des chiffres, des images, des sons, des vidéos au même instant. Donc c'est un vrai apport. Et enfin, habituellement, ces données sont acquises avec une haute vélocité. Donc vous voyez très bien que si vous mettez tous les blocs opératoires de France sur une même base de données, on va cocher toutes les cases, puisque on va acquérir un nombre très important de paramètres. Comme tous les jours, on voit des radios, on voit des scanners, on va avoir des données qui sont très variées, et on va les acquérir bien sûr à une très très grande vélocité. Donc le premier message que je vais vous passer, c'est que l'anesthésie réanimation, c'est en fait du big data au quotidien. Alors c'est quotidien, mais par contre il y a quand même des contraintes logistiques, puisque vous voyez que sur le moniteur la courbe est affichée, mais pour aller à stocker quelque part, je ne sais pas si vous avez imaginé comment on fait, mais en fait on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire, sauf à passer par souvent des ingénieurs quand même pour nous aider, puisque les hôpitaux n'ont pas cette possibilité de le faire. Stocker une courbe à 100 Hz comme ça de la PA pour l'analyser, ça nécessite de passer par une boîte qui collecte le signal et qui ensuite l'exporte sur une base de données. Pareil, le stockage, vous ne trouverez pas dans les hôpitaux de gens qui seront capables de vous donner une place du serveur pour stocker les données. Donc pareil, il faut faire appel à des prestataires externes qui sont bien souvent des prestataires privés. Et enfin, l'analyse. Si vous appelez votre DRCI à l'hôpital, vous ne trouverez pas de data scientist pour vous aider à les analyser. Donc pareil, c'est des contraintes qui sont importantes. Qui dit contrainte, dit des coûts. Et donc, croyez-moi, il faut se lever tôt pour quand même constituer une base de données massive si on veut le faire. Donc c'est quotidien, il y a des contraintes. Mais heureusement, l'intelligence artificielle, il y a des algorithmes qui sont maintenant très performants pour analyser tout ça. Et si on frappe à la bonne porte, on va réussir à trouver notre bonheur. Alors, les spécialistes de l'intelligence artificielle, dont je ne fais pas partie, considèrent qu'il y a 4 âges de l'intelligence artificielle. Il y a l'algorithmique, qui date maintenant d'il y a très longtemps. Donc c'est quand on concevait des modèles de régression logistique, des modèles de survie. Donc quand on combine plusieurs de ces modèles l'un avec l'autre, c'est ce qu'on appelle l'algorithmique. Ensuite, c'est maintenant quelque chose qui est maintenant bien établi. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage profond ou le deep learning. C'est ce qu'on a dans tous nos téléphones pour reconnaître des images, reconnaître des sons, reconnaître notre photo pour ouvrir notre téléphone via la reconnaissance faciale. C'est le deep learning. Le troisième âge, et là on y est un petit peu, c'est ce qu'on appelle l'intelligence conceptuelle ou transversale, c'est que vous allez enseigner à un algorithme à reconnaître une photo, mais il va pouvoir évoluer et travailler dans d'autres domaines, et comprendre non pas des questions ponctuelles, mais des concepts. Et donc ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout encore quotidien, on va dire, mais on est un petit peu à la frontière entre les deux. Et après, il y a tout ce qui est la science-fiction, et là, je ne rentrerai pas dans ce débat-là. Si vous voulez savoir ce que donnerait le 4e âge de l'intelligence artificielle, qui est la conscience artificielle, vous lisez les déclarations des grands patrons des multinationales qui dirigent ce domaine-là, et vous verrez ce qu'ils disent. Ils ne sont pas tous d'accord. Donc, nous, on est un peu à la frontière entre les deux. Le 2e âge, qui est bien avancé, nous permet de régler des questions ponctuelles. Ça tombe bien, puisque là, aujourd'hui, on va traiter l'hypovolémie. Est-ce qu'on a une maladie hypovolémique ? Est-ce qu'il va présenter une hypotension artérielle dans les minutes qui viennent ? Ça, ce sont des questions ponctuelles. Les algorithmes, il faut le savoir, il y en a de différentes sortes. Si on doit séparer les deux sortes
les algorithmes dans deux catégories différentes. On a des algorithmes non supervisés. Le principe est simple, vous avez plusieurs milliers de malades qui ont tous des caractéristiques, des paramètres hémodynamiques, respiratoires, paramètres génétiques, des radios. Vous avez ça sur tout le séjour à l'hôpital. Et ensuite, vous mettez tout ça dans une machine sans lui donner aucune consigne. Et il va vous séparer les malades en plusieurs groupes. Un groupe de malades, par exemple, je ne sais pas, grave, et un groupe de malades pas grave. Donc ça, c'est des algorithmes non supervisés pour régler des questions bien spécifiques, notamment faire des clusters de malades. Donc ça sert assez, ça sert pas mal. Là, nous, on va s'intéresser plus aux algorithmes supervisés. Pourquoi on dit supervisés? Parce qu'on va donner quand même des consignes à notre ordinateur, et on va notamment labelliser le dataset. Par exemple, si vous prenez un groupe de malades qui se présentent aux urgences et vous voulez savoir s'ils vont faire un état de choc, vous allez commencer à recueillir des données de plusieurs milliers de malades qui se présentent aux urgences. Rétrospectivement, vous allez dire, selon des critères précis, s'ils sont en état de choc ou pas en état de choc. Et ensuite, vous allez valider ça en prospectif, et votre ordinateur va vous dire si le patient avait un état de choc ou pas. Et vous allez valider sur une cohorte externe. Donc ça, c'est un algorithme supervisé. Ça nécessite un peu de travail parce que il faut une base de données, mais il faut aussi aller voir dans la base de données pour bien dire à l'ordinateur si le patient ou pas avait présenté l'événement. Donc nous, pour la question d'aujourd'hui, on va plutôt voir des algorithmes dits supervisés. C'est-à-dire que les gens ont été voir dans la database pour la labelliser. Alors, première question qu'on va se poser, c'est de savoir si on peut prédire la survenue d'une hypovolémie, là comme ça, au lit du patient avec un outil. Alors, la réponse tout de suite, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt non. Mais ce que je vais vous montrer, c'est quand même des éléments qui sont intéressants parce que ça va nous permettre de prédire l'hypotension artérielle. Pourquoi je vous dis plutôt non? Parce que l'hypovolémie, c'est clairement prédire un patient qui prend une précharge dépendance. Là, on l'a vu, en fait, en réalité, avec des outils qui ne sont pas du tout de l'intelligence artificielle, on peut déjà faire ça, en fait. Donc, il n'y a pas besoin forcément d'un ordinateur pour prédire l'hypovolémie du patient. Par contre, l'hypotension artérielle, il y a une équipe à Los Angeles qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui est l'équipe de Canson, dont je vais vous présenter quelques-uns de ses travaux. Donc, le première étude que je vais vous présenter, c'est une étude qui vient en 2018 dans Anesthésiologie. C'est une étude donc, qui reprend les données de plusieurs bases de données. Une base de données qui est privée, une base de données qui appartient à la société Edwards, une base de données publique qui est une base de données très connue, Mimic2, qui est une base de données américaine, et une troisième base de données qui est une base de données privée également, qui a servi à valider les paramètres de l'algorithme. Donc tout de suite, vous voyez qu'il y a quand même des éléments qu'il faut remarquer dans la méthodologie. Vous avez un gros pool des patients, vous avez tout à gauche, tout à droite pour vous, la base de données qui a servi à entraîner, c'est-à-dire que c'est une base de données qui a été labellisée. On a dit quels étaient les événements et où est-ce qu'ils étaient localisés, et ça a permis d'entraîner l'algorithme à repérer les hypotensions artérielles et à les diagnostiquer avant qu'elles arrivent. On va le voir comment. Toujours émanant de ces mêmes bases de données, il y a une base de données de validation qui permet de dire, voilà, j'ai entraîné mon algorithme, et ensuite sur ces mêmes patients, je vais remettre l'algorithme à travailler dessus, et je vais voir si je retrouve les mêmes résultats. Et dernière chose, et ça c'est très intéressant, il y a une validation externe. Ça c'est très important, ça veut dire que la validation externe, c'est sur des courbes que l'algorithme n'a jamais vues. C'est-à-dire que c'est des patients peut-être qui sont un petit peu différents, peut-être que l'acquisition a été faite aussi différemment, les courbes sont peut-être moins propres, les praticiens ne sont pas les mêmes, le cathéter n'est pas positionné au même endroit, etc. Bref. Donc c'est toujours important de valider l'algorithme avec une base de données externe. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Alors qu'est-ce qu'ils ont pris comme paramètres? C'est trop compliqué bien sûr de tout résumer, mais cette diapositive nous donne une petite approximation de ce qui a été fait. Tout d'abord, le signal de pression artérielle que vous voyez en haut à droite a été segmenté en 5 parties, avec 5 phases, la phase systolique et phase diastolique, etc. Chacune de ces phases a été analysée, avec la pente, la profondeur, le nombre de points, etc., l'air sous la courbe. On obtient plus de 2 millions de features en anglais, c'est-à-dire de caractéristiques, 2,6 millions de caractéristiques qui sont toutes mises dans un modèle et qui permettent, via une analyse très précise du contour de l'onde de pouls, de prédire l'hypotension artérielle, on va le voir. Donc qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Des aires sous la courbe qui sont extrêmement prometteuses, puisque sur la cohorte de validation, on voit que pour prédire l'hypotension artérielle 15 minutes avant qu'elle ne survienne, on a une aire sous la courbe qui est quasi parfaite. Comparé à des indices qui sont très largement critiquables, par exemple en vert, bleu et violet, vous avez la différence de pression artérielle moyenne avant l'épisode. Donc c'est des indices qu'on peut utiliser, mais bien sûr qui sont en tout cas
peu fiable, et ça, il n'y avait pas besoin de faire d'études pour le montrer. Mais par contre, en rouge, on voit que cet algorithme prédit extrêmement bien l'hypotension artérielle avant qu'elle ne survienne. Sur des courbes qui n'a jamais vues, des patients qui sont totalement vierges de toute analyse, on voit que les aires sous la courbe sont aussi très bonnes. Peut-être un peu moins bonnes, mais on est quasiment dans la perfection. Alors comment ça fonctionne? L'article propose un cas pratique qui émane de la base de données. En fait, l'algorithme va donner un pourcentage de chance d'avoir une hypotension artérielle, entre 0 et 100%. HPI, c'est pour Hypotensive Predictive Index. Plus la probabilité est élevée, plus le patient a de chances d'avoir d'hypotension artérielle. En haut, vous avez la pression artérielle moyenne. Et l'événement qui était choisi comme l'événement d'intérêt, c'est une pression artérielle moyenne de moins de 65 mm de mercure dans les 15 minutes. On voit que ce patient, à partir de la 590e minute, l'HPI est aux alentours des 80-90%. Et pourtant, vous voyez, la pression artérielle moyenne est plutôt normale, aux alentours de 75 mm de mercure. Puis, 15 minutes plus tard, on voit que la pression artérielle moyenne chute en deçà des 65 mm de mercure. Donc, vous voyez une solution qui est basée sur un algorithme de machine learning, qui certes ne prédit pas l'hypovolémie, je vous l'accorde, mais par contre qui prédit avec une bonne fiabilité, au bloc opératoire et en réanimation, chez des patients plutôt stables quand même, l'hypotension artérielle avec quasiment un succès assuré. Alors après, c'est sympa d'avoir un algorithme, mais est-ce que ça a des conséquences sur les patients? Alors, l'étude que je vous présente ici, c'est une étude qu'on pourrait considérer comme une étude pilote, publiée dans le JAMA en 2020, où là, les patients étaient admis au bloc opératoire pour des chirurgies non cardiaques, essentiellement de la chirurgie abdominale programmée. Près de 70 patients randomisés dans deux bras. Un bras contrôle, où la gestion de l'hémodynamique et notamment du remplissage était laissée à discrétion des anesthésistes. Et enfin, un bras interventionnel, où les patients avaient tous un cathéter, où on utilisait l'algorithme avec l'Hypotensive Predictive Index. Cet indice était utilisé comme un signe d'alerte, et lorsqu'il était supérieur à 85%, il y avait plusieurs paramètres qu'il fallait mesurer pour diagnostiquer si le patient avait une vasoplégie, une hypovolémie ou une baisse de la contractilité. Une fois que le paramètre était identifié comme étant anormal, il y avait des mesures thérapeutiques qui étaient proposées. Le but, bien sûr, c'était d'exposer le moins souvent les patients à une hypotension artérielle, et c'est un critère plutôt intermédiaire, on va le voir, puisque après ce qui est intéressant, c'est les conséquences cliniques. Ce que l'on voit, c'est que le critère de jugement principal, qui est une agrégation de la durée de l'hypotension artérielle et de sa profondeur, est significativement différente dans le groupe, entre le groupe interventionnel et le groupe contrôle, et les patients dans le groupe interventionnel sont moins exposés à une hypotension artérielle. Ce qui est le plus facile à appréhender, c'est plutôt les critères secondaires, où l'on voit le temps total avec une hypotension artérielle à moins de 65 mm de mercure. On voit qu'il y a 32 minutes dans le bras contrôle et 8 minutes dans le bras interventionnel, donc une différence médiane de 16 minutes. Et ça correspond à peu près à 10% du temps chirurgical dans le groupe contrôle et quasiment 3% du temps chirurgical dans le groupe interventionnel. Donc c'est assez intéressant parce que ça réduit l'exposition à une hypotension artérielle très significativement. C'est l'étude pilote, je vous le disais. Alors quand on regarde les complications chirurgicales, comme il y a peu de patients, il y a peu d'événements bien sûr. Il y a quelque chose quand même qui nous alerte, ce qu'on voit, c'est les fistules anastomotiques. Il y en avait quand même un peu plus dans le groupe contrôle. Alors, le test n'est pas significatif parce que ça agrège toutes les complications chirurgicales. Et il n'y a pas de tests spécifiques qui ont été faits sur les fuites anastomotiques, mais c'est des éléments qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille pour nous dire, tiens, est-ce que en épargnant les patients d'être exposés à une hypotension artérielle, est-ce que la suture chirurgicale n'est pas un peu mieux perfusée? C'est possible. Quoi qu'il en soit, ce que l'on peut s'attendre à voir, c'est probablement des études qui vont compléter ces résultats-là. Et ce sera intéressant de voir si c'est un impact sur les patients. Deuxième élément, et là on va complexifier un petit peu plus la chose, c'est de savoir si l'intelligence artificielle peut nous aider à prendre en charge un patient instable. Et là je vais vous montrer une étude qui est volontairement provocatrice, et qui est de savoir si l'intelligence artificielle est capable d'apprendre de nos comportements cliniques. Et quand je dis apprendre, c'est pas nous remplacer non plus, mais d'apprendre, de savoir si notre stratégie est la bonne ou non. Alors on va vraiment s'attarder sur cette étude-là parce qu'elle est intéressante et on va la segmenter bien précisément pour que vous compreniez la démarche. Donc c'est une étude publiée par une équipe londonienne qui travaille déjà depuis longtemps là-dessus, publiée dans la revue Nature en 2018. Ils ont utilisé une
base de données qui s'appelle Mimic3, donc c'est une autre base de données américaine qui comprend des malades de réanimation. Tous ces malades sont segmentés en deux parties. 80% de la cohorte est utilisée pour développer l'algorithme, avec un développement qui comprend trois parties. Dans cette base de données, il y a beaucoup de données. Alors, premièrement, c'est une base de données qui est open source, donc si on veut y accéder, on peut y accéder sans problème. Deuxième chose, il y a énormément de paramètres physiologiques. Et ce que vous voyez ici, c'est que 48 de ces paramètres a servi, au cours du temps, à dire à chaque temps, quasiment chaque minute en fait, dans quel état était le patient. Ces 48 variables, lorsqu'elles les combinent les unes avec les autres, donc il y a la diurèse, il y a le débit cardiaque, la pression artérielle bien sûr, la diurèse, voilà, il y a énormément de paramètres, la fréquence cardiaque, la PVC, voilà, beaucoup de paramètres. Et lorsqu'on les combine les uns avec les autres, ça donne des combinaisons il y a plein de combinaisons différentes. Et les patients passent d'un état à l'autre, bien sûr, en fonction de l'évolution des paramètres, et le modèle a connaissance de l'état des patients. Et ce que vous voyez ici en haut, avec cette espèce de graphique en 3D, c'est tous les états possibles que peuvent prendre les patients. Et un patient peut passer d'un état rouge à un état jaune, à un état bleu, à un état vert, etc. Et donc l'algorithme prend ça en compte. Deuxième chose, on a toutes les doses de médicaments. Et le focus des investigateurs, c'était de s'intéresser aux doses de vasopresseurs et aux doses d'expansion volumique qui étaient administrées aux patients. Ils ont labellisé la base, ils l'ont annotée selon 25 états différents. Ils ont globalement segmenté les doses vasopresseurs en 5 et segmenté les doses de fluide en 5. Donc il y a, pareil, 25 possibilités thérapeutiques à chaque instant pour chacun des patients, et ça rentre dans l'algorithme. Et enfin, ils ont les outcomes des patients, et l'outcome, c'était la mortalité. En bas, vous voyez reward or penalty. Ça, c'est très important de comprendre à quoi ça correspond. C'est qu'en fait, on va utiliser un algorithme qui s'appelle un algorithme d'apprentissage par renforcement. C'est un algorithme qui va avantager la réussite, c'est-à-dire avantager les prises en charge qui favorisent la survie du patient, mais par contre désavantager très fortement et pénaliser l'algorithme lorsque le malade décède lié à une prise en charge. Donc on a un algorithme qui prend en compte 1. L'état du patient en continu, 2. les doses de médicaments, et qui est chargé 3. de prédire, en tout cas de savoir quelle est la stratégie la mieux pour faire survivre notre patient. Tout ça à partir des comportements cliniques sur près de 100 000 malades, puisque la base de données Mimic3, c'est 100 000 patients. Ensuite, cet algorithme va donc nous permettre d'évaluer le comportement des cliniciens et de trouver quel est le meilleur comportement, puisqu'il y a une période d'analyse du comportement, et ensuite, on va voir si l'algorithme aurait fait mieux ou pas. Il y a bien sûr un jeu de validation et un jeu de test, encore une fois, qui est là pour voir si le modèle, sur un autre jeu de données, fait aussi bien que sur le jeu d'entraînement. Alors, quel est le résultat de ce modèle ? Alors vous voyez bien ici à gauche une courbe qui résume le risque de mortalité. Et enfin, en abscisse, les actions qui ont été données, en tout cas les consignes qui ont été données à l'algorithme. Lorsque les consignes sont négatives, ça veut dire qu'on l'a pénalisé. Lorsque les consignes sont positives, ça veut dire qu'on l'a avantagé, on l'a encouragé à dire que voilà, ce comportement était encourageant. Ce que l'on voit, et ça saute aux yeux, c'est que plus l'algorithme a eu de pénalités, plus les patients avaient une probabilité de décéder importante. Plus ils étaient avantagés, plus ils avaient des chances de survivre. Lorsqu'on regarde, pareil, ça résume la même chose, mais lorsqu'on regarde en rouge les non-survivants, clairement, l'algorithme était plus souvent pénalisé chez les non-survivants que chez les survivants. Donc ça, il n'y a pas forcément besoin d'un algorithme pour montrer ça. Globalement, ça montre que le modèle a été bien paramétré et que lorsque le malade décédait, les pénalités avaient vraiment été bien allouées au modèle. Ce qui est comme intéressant, et ça c'est probablement l'élément le plus provocateur de l'article, c'est que le comportement du clinicien, à gauche, était comparé à ce qu'aurait fait l'algorithme s'il était présent au lit du patient. Alors, de prime abord, les graphiques sont un peu les mêmes. Je vais vous les expliquer brièvement. Vous avez ici donc des graphiques en 3D avec les doses de vasopresseurs qui sont croissantes au fur et à mesure qu'on avance, et doses de fluide qui sont croissantes au fur et à mesure qu'on recule dans le graphique. Ce que l'on voit, c'est que globalement dans cette cohorte importante, en comparaison du comportement du clinicien, l'algorithme avait tendance à donner moins de fluide et plus de vasopresseurs, puisque vous voyez les colonnes du bas, elles sont significativement plus basses que les colonnes du haut.
Donc globalement, plus de doses de vasopresseurs auraient été données par l'algorithme et également moins de fluide. Et enfin, pour terminer d'être relativement provoquant, ça c'est le dernier graphique de l'article, c'est sur la base de données de tests, donc des malades qui n'ont pas été vus du tout par l'algorithme auparavant, donc il a été entraîné, là maintenant on fait sur la base de données de test. Les malades dans cette base de données qui avaient la mortalité la plus faible, c'est ceux qui avaient été les moins pénalisés, ou en tout cas ceux qui avaient reçu la bonne dose de fluide en comparaison de l'algorithme, et ceux qui avaient été également les moins pénalisés pour les vasopresseurs, et ceux qui avaient reçu la dose de vasopresseur la plus proche de l'algorithme d'intelligence artificielle. Donc, le message de l'article, c'est que, un algorithme est capable d'apprendre du comportement des cliniciens en réanimation sur des choses simples, vasopresseurs et fluides, et deux, possiblement, là c'est de l'ordre du possible, si un algorithme était entraîné de la sorte et qu'il était appliqué en prospective chez les patients, il pourrait potentiellement dépasser le comportement d'un clinicien. Alors l'étude ne va pas s'arrêter là, puisque cette équipe, bien sûr, va continuer à travailler. Tout ce que je vous présente, c'est des données qui sont uniquement faites en rétrospective, c'est-à-dire que la base de données a déjà été constituée. Mais bien sûr, cette équipe travaille sur des travaux prospectifs qui ne sont pas encore publiés. Les derniers travaux que je vais vous présenter, c'est des travaux qui sont que vous devez connaître aussi, puisqu'il y a déjà des éléments qui circulent dans d'autres domaines que la prise en charge hémodynamique. C'est de savoir si on peut évaluer, ou en tout cas nous faire aider pour l'expansion phonique par des systèmes en boucle fermée. Comment ça se passe? Donc c'est assez simple. Là, on a vu quasiment sur toute la journée plein d'indices qui nous permettent d'apprécier l'état hémodynamique des patients. Ces indices sont tous collectés par des moniteurs. Si on rentre dans un ordinateur qui est capable d'analyser ces paramètres et qu'on le branche à une seringue, eh ben on peut estimer que peut-être cet ordinateur va administrer les fluides à notre place en fonction des paramètres. Par exemple, si le delta de pp commence à grimper, s'il est valable, si la variation du volume d'éjection systolique, pareil, est plus importante, si elle est valable, etc., etc. Donc tout un tas de paramètres sont colligés par l'ordinateur ici, communiquent avec une pompe qui est reliée à une poche, et cette poche est reliée à une perfusion, et en continu, le malade peut bénéficier d'une expansion volémique guidée par l'ordinateur. Alors bien sûr, de développer tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Cette équipe a bien sûr fait un modèle tout d'abord in vivo sur 16 cochons. 16 cochons qui, on va le voir, ont été placés dans un état de choc hémorragique. 8 cochons dans le groupe contrôle, 8 cochons dans le groupe boucle fermée. Et les événements hémorragiques étaient caractérisés de la sorte. Donc, tout d'abord, 30 premières minutes où on surveille. Les 30 minutes suivantes où on fait un saignement expérimental. Donc, 20 minutes par minute, c'était un équivalent à peu près de 600 minutes de saignement. Ensuite, pas d'intervention. Puis un deuxième saignement plus prononcé d'à peu près 1,2 litre. Puis pas d'intervention. Alors, ce qu'on va voir, c'est les résultats dans les deux groupes. Alors c'est des résultats que chez des cochons, donc pour l'instant c'est purement in vivo et expérimental, mais vous voyez ici la distribution du volume d'éjection systolique indexé et l'index cardiaque dans le groupe contrôle. Donc groupe contrôle, c'était les anesthésistes réanimateurs qui géraient sans boucle fermée l'expansion volémique. Et dans le groupe boucle fermée, voilà les paramètres. Alors de prime abord, ça paraît un peu pas la même chose, mais quand on fait des calculs de variabilité, on voit que la variabilité du stroke volume et la variabilité de l'index cardiaque est moins importante. Et l'étude était designée pour faire ça. Et donc les conclusions, c'est que les cochons étaient plus stables. Alors, ils ne sont pas arrêtés bien sûr à des cochons. Cette même équipe a publié une première étude pilote chez l'humain, et notamment au bloc opératoire chez des patients qui ont une chirurgie abdominale à risque modéré. Les patients étaient randomisés dans deux groupes. Un groupe contrôle qui était pris en charge sur une méthode protocolisée selon l'équipe, et une méthode purement personnalisée qui était administrée par la boucle fermée. Ce que l'on voit, c'est que les paramètres per-opératoires sont sensiblement les mêmes, et a priori, il n'y avait pas de plus de complications dans l'un ou dans l'autre des groupes. Lorsque vous regardez le pourcentage de temps au-delà d'un index cardiaque à plus de 2,5 litres minute mètre carré, on voit qu'il y a peut-être une tendance à ce que les malades aient un index cardiaque plus élevé, mais ça ne reste qu'une tendance. Actuellement, cette même équipe travaille aussi sur un projet qui est en cours, qui a été financé par le PHRC national il y a maintenant, je pense, 1 ou 2 ans,
et qui mène actuellement une étude en France pour tester la boucle fermée au bloc opératoire chez les patients opérés de chirurgie abdominale, et les résultats sont en attente. Donc je vous invite à guetter cela dans les prochaines années. Alors on va résumer par des messages clés. Est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à gérer la volémie de nos patients? Alors est-ce que déjà c'est possible? Les données elles sont disponibles, je vous les montrer, je pense que vous en êtes convaincus. Voilà, les données on les a, on les connaît, on a beaucoup d'études, on ne parle que de ça depuis le début de la journée. Et donc si on est en mesure de les collecter et si on passe au-delà des contraintes logistiques, les données elles sont disponibles. Ce que l'on cherche à répondre, c'est une question ponctuelle. Les algorithmes qui sont disponibles actuellement et qu'on a dans tous nos téléphones, ils sont tous capables de le faire. Donc, on a les outils techniques et technologiques, donc ça ne pose pas de problème. Est-ce qu'un algorithme est capable d'apprendre d'une prise en charge humaine? Plutôt oui. Donc là, pareil, les conditions sont réunies. Est-ce qu'il y a un exemple? Oui, il y a un exemple que vous pouvez utiliser demain dans votre bloc opératoire. On peut prédire l'hypotension artérielle au bloc opératoire en 2023. C'est possible, il y a un algorithme qui fonctionne. Et donc, j'ai envie de vous répondre plutôt oui. Ça peut mieux faire, mais on peut répondre plutôt oui. Le gros problème, c'est, pour l'instant, on ne connaît pas l'impact clinique réel. On a des outils, mais si ça coûte plus cher, mais que ça n'améliore pas la prise en charge des malades, c'est vrai que ce n'est pas forcément très utile. Donc pour l'instant, les travaux qui sont à mener, c'est probablement de valider les solutions qui existent déjà, comme la prédiction d'hypotension artérielle, valider les autres outils, que ce soit dans ce domaine ou dans d'autres domaines, puis d'évaluer bien sûr l'impact clinique, et ça nécessitera probablement un travail de encore plusieurs années, ça c'est certain. Alors moi je voulais quand même vous rassurer, c'est que, bon, certes on a des outils, on a des machines qui font tout seul, mais moi je pense que de toute façon, le médecin anesthésiste réanimateur, il restera toujours au centre de la prise en charge du patient. Il est possible que notre métier évolue, qu'on voit d'autres outils, comme on en a toujours vu, mais par contre, on aura toujours notre place pour évaluer, choisir quel outil on utilise pour quel malade. Et donc, pas d'inquiétude, on ne sera pas privé de notre métier. Et je suis bien sûr disponible à vos questions, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Merci beaucoup pour la présentation. C'est pour les gens qui sont pas très doués en informatique, en codage et tout ça, ça paraît toujours beaucoup de travail. Là où moi je fais de la recherche et je m'arrêterai sur la première diapo qui, je me demande comment vous faites, c'est que j'ai très envie de faire des registres. Alors moi je travaille sur l'ECMO par exemple. Je suis bloquée par la RGPD en France. Et je me demande, toute cette quantité de données, comment vous arrivez à la gérer vis-à-vis de la CNIL et de la RGPD? Est-ce que c'est aussi compliqué que ça? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas très légiféré? Est-ce que ça passe outre les données, enfin les lois RGPD qui existent dans la recherche clinique standard? Oui, effectivement, nous, on s'est posé les mêmes questions. Alors, nous, on ne fait pas beaucoup de travaux sur l'hémodynamique, mais on travaille plutôt sur la pression intracrânienne actuellement. Donc, on a une base de données de plus de 200 malades pour qui on a la pression intracrânienne en continu. Donc, on a une base de données de près de 2 milliards de paramètres. Et pour la constituer, effectivement, on s'est posé les mêmes questions de savoir sur le point éthique comment il fallait faire. En fait, tant que les données sont acquises en pratique courante, c'est les mêmes préconisations en fait. Le petit truc qui fait la différence, c'est qu'il faut montrer qu'on anonymise très bien les données. Et donc nous, pour travailler sur la pression intracrânienne, on travaille avec donc, des boîtes privées, dont l'une d'entre elles travaille sur des données de défense, donc ça rassure pas mal les gens parce qu'effectivement, normalement, la sécurité est maximale. Et donc, alors en pratique, comment ça fonctionne? Le patient est branché. Il y a un module du patient. Le moniteur de pression intracrânienne est branché à ce module. Les données sont stockées dessus. Et il y a un portail informatique sécurisé qui est géré par le prestataire privé, qui anonymise les données. Et sur leur base de données, on a des identifiants qui sont absolument totalement chiffrés, quoi. Voilà, donc c'est comme ça qu'on est passé. Et normalement, via un CPP, ça devrait passer. Voilà, nous c'est comme ça qu'on a fait.
Mais effectivement, il faut montrer que le circuit de données est sécurisé parce que tant que ça reste géré par un hôpital public, en général, c'est bien accepté. Par contre, moi, je ne connais pas d'endroit où ça a été fait sans prestataire, quoi. Je ne sais pas si ça doit exister, mais souvent, il faut faire appel à un prestataire privé. Et quand il y a un prestataire supplémentaire qui arrive, effectivement, il faut montrer qu'il soit capable de gérer ce type de données et surtout de les anonymiser, de les sécuriser, etc. Et que personne puisse y avoir accès. Parce que ça externalise les données ailleurs, quoi. Voilà. Et après, l'autre particularité, c'est qu'il faut quand même signer des accords de collaboration pour bien spécifier que les données appartiennent à l'hôpital et à l'équipe de recherche, quoi. Ça, c'est pareil, ça peut être un écueil qui peut poser pas mal de soucis d'ailleurs. Voilà, il faut absolument jouer carte sur table et dire que les données appartiennent à l'équipe de recherche. Donc là, les données, elles nous appartiennent à nous. C'est-à-dire qu'elles sont gérées par un prestataire qui est payé, mais elles nous appartiennent, quoi. Voilà. Donc c'est possible, mais c'est vrai que ça nécessitait pour nous pas mal de travail, effectivement, à la fois technique, parce qu'acquérir des signaux, comme on le fait à 100 Hz, et les stocker sur une base, en fait, c'est compliqué, parce que les protocoles qui sont proposés par les laboratoires qui sont sur les moniteurs, ces protocoles sont parfois cryptés, donc il faut demander aux ingénieurs d'aller fouiller dans la machine, appeler les boîtes, demander le protocole, etc. Donc c'est assez compliqué. Ouais. Mais moyennant ce travail fait, après c'est vrai que c'est une certaine satisfaction de voir les choses qui s'enregistrent et qui avancent. Donc voilà, c'est pas un travail qui est inutile, mais qui est un peu fastidieux effectivement. Ouais. Merci beaucoup. On va passer à la présentation suivante. Bonjour, j'avais une remarque, merci pour ton topo. Par rapport à la prédiction de l'hypotension au bloc opératoire avec l'HPI, il y a eu un gros engouement autour de 2020 là-dessus. Maintenant, il commence à y avoir de plus en plus de papiers, notamment de plusieurs équipes danoises qui disent que ça pose problème, déjà premièrement parce que Edwards ne donne jamais ses algorithmes, mais c'est ce que tu disais, tu es obligé de passer par une boîte privée et tu ne sais pas trop ce qu'ils calculent. Et ils se sont rendus compte que ça pouvait être le reflet inverse de la courbe de pression artérielle moyenne et que mettre l'alarme de PAM à 70, c'était l'équivalent de 85 sur l'HPI et qu'au final, il n'y avait pas forcément une très grosse plus-value là-dessus. Et la deuxième chose, c'est est-ce que les anesthésistes réanimateurs seraient capables, sachant qu'il va y avoir une hypotension dans 10-15 minutes, de mener une action thérapeutique dessus. Et dans les études que tu as montrées, il montrait qu'il n'y avait quand même que 50% des anesthésistes qui engager une action thérapeutique. Est-ce qu'on va mettre de la noradré à un patient qui a 80 de PAM, sachant que la machine nous dit que dans 15 minutes, il aura 60 ? C'est un peu compliqué. Donc, effectivement, il y a pas mal de recherches là-dessus, et c'est vrai qu'on s'en sert aussi de l'HPI, mais les conséquences pour le patient, pour l'instant, elles ne sont pas exactement définies, je pense. Je suis assez d'accord, hein, effectivement. Là, dans l'étude, dans les randomisés pilotes, là, effectivement, bon, tous les gens n'intervenaient pas forcément. C'est vrai que mettre des vasopresseurs à quelqu'un qui a une pression artérielle moyenne normale, c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif de prime abord. Ça, c'est la première chose. On serait plus enclin à peut-être faire une expansion volumique plus que de mettre du remplissage. Enfin, en tout cas, moi, plus que de mettre des vasopresseurs, en tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Mais c'est vrai que ça fait appel aussi un peu à un bouleversement. C'est-à-dire que si l'algorithme fonctionne, comme il fonctionne, normalement, dans plus de 9 cas sur 10, il ne se trompe pas. Et c'est vrai que c'est pour ça que le topo voulait être un peu provocateur, c'est qu'il faut... Les outils qu'on va avoir à notre disposition, ils vont un petit peu bouleverser la façon dont on va prendre en charge les patients. Parce que là, ces travaux sont assez nouveaux, hein, mais il va y en avoir de plus en plus. Et il est très possible qu'on ait de plus en plus d'indices qui vont nous dire des signes avant-coureurs. Et il faudra peut-être, si effectivement il y a un impact sur les patients, accepter d'être prévenu un petit peu en avance, quoi. Et pour l'instant, la seule façon de régler le problème, c'est effectivement qu'il y ait un impact sur les patients. Donc pour l'instant, c'est un outil qui marche bien. Il n'est pas facile, je pense, à appréhender parce qu'effectivement, ça nécessite de mettre en place des thérapeutiques préemptives. Mais il est possible que c'est vrai que c'est vers cette direction que ça tende. C'est possible. Mais effectivement, ça peut paraître un peu contre-intuitif de le faire, en tout cas. Voilà, nous, on l'a utilisé en réanimation, l'HPI chez les malades graves. Ça a l'air de marcher quand même moins bien que chez le patient qui a
des faibles doses de vasopresseurs en soins continus, ou alors au bloc opératoire qui a de faibles doses ou pas de vasopresseurs. Chez MAD qui ont de fortes doses de vasopresseurs, c'est vrai que ça n'a pas l'air d'être très fiable. Nous, on a eu plusieurs patients qui avaient un HPI qui était très élevé, aux alentours des 90%, qui n'ont jamais fait d'hypotension artérielle, ou à contrario des patients qui avaient une hypotension artérielle alors que l'HPI disait que ça n'allait pas se passer. Donc chez MAD très sévère, ça n'a pas l'air d'être très concluant, ce qui est assez logique, hein, parce que comme l'algorithme est basé essentiellement sur le contour de l'onde de pouls, c'est vrai que comme cette forme de pression artérielle, elle dépend énormément de la vasoréactivité, si le patient il a 5 mg de noradré, ça ne va pas marcher, quoi. Donc il y a cette précaution-là qu'il faut avoir en tête aussi, quoi. Voilà. Mais voilà, il faut attendre les études futures et voir ce que ça va donner pour savoir si on va l'utiliser en pratique, quoi.